Bien, alors on va donc aborder la première des techniques de recherche que l'on va utiliser, qui est l'étude documentaire. Donc l'étude documentaire, je rappelle qu'il s'agit de collecter et d'analyser des informations que l'on qualifie de secondaires. Pourquoi on les qualifie de secondaires? C'est parce qu'elles existent avant notre étude. Et donc on les récupère parce qu'elles ont déjà été cherchées par d'autres personnes et elles sont utiles. Mais comme elles existaient avant notre étude, on les appelle secondaires, contrairement aux informations primaires qui sont celles que l'on va créer en les collectant dans le cadre de notre étude. Voilà. Donc ça, c'est un rappel de la semaine dernière. Et puis, voilà, on les collecte parce que ça ne sert à rien de refaire l'étude. Autant profiter du travail que d'autres ont fait avant. Alors, toute la question qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la collecte de l'information. On fera l'analyse de l'information la semaine prochaine. Aujourd'hui, on voit les techniques qu'on utilise pour collecter cette information. Alors, on va voir qui produit de l'information utile. Et puis, on va essayer de voir aussi comment on juge de la fiabilité ou non d'une information. Sachant que je rappelle encore une fois que tout ce qui compte, tout ce qui est le plus critique dans notre étude de marché, c'est le fait qu'elle apporte ou qu'elle utilise de l'information fiable. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on repère l'information fiable? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bien, donc comme j'ai dit, on va chercher des sources fiables et récentes. Et on va commencer par voir ce qu'on appelle une information fiable. Bon, récente, ça veut dire qui date de 2018 maximum. 2017 à la rigueur. Mais 2016, c'est déjà trop tard. D'accord ? Je vous ai montré par exemple en PPP des métiers qui n'existaient pas en 2016. Vous avez vu à quelle vitesse les choses évoluent. Donc il faut être vraiment rigoureux et on va voir comment est-ce qu'on peut faire du tri d'informations par date sur Internet. Alors pour la fiabilité, pareil, on va être très exigeant. Donc, sont considérées comme fiables des sources émanant de sites d'information, de cabinets d'études reconnus. On va voir comment on distingue celles qui sont reconnues de ceux qui ne le sont pas, puisque nous, on n'est pas du milieu. Donc, il va bien falloir qu'on trouve un moyen. L'auteur de l'article est identifiable. Ça veut dire qu'il signe avec son nom, déjà, et si possible, on a quelques informations sur qui il est. Bon, ça c'est plus rare, on va dire, mais au moins qu'il signe avec son nom. J'entends par là que aujourd'hui, pour vous expliquer les choses très simplement, il y a des entreprises qui vendent des articles. Des entreprises qui vendent des articles et qui parfois sont basées pas du tout en France, voire très loin, et les sites internet, plutôt que d'embaucher des journalistes, ils achètent des articles comme ça qui ne coûtent pas très cher pour les mettre sur leur site à eux. Parce qu'en fait, vous allez voir, si vous faites du marketing digital, je ne vais pas rentrer trop loin, mais je vous donne un aperçu. Si vous faites du marketing digital, vous allez voir que pour gagner des places et apparaître dans les premiers classements chez Google, il faut qu'il y ait un blog qui alimente le site avec des mots-clés qui apparaissent le plus possible. Et quand les mots-clés apparaissent le plus possible, ça vous permet d'être dans les premiers classements de Google sans payer. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Vous verrez ça plus tard si vous faites du marketing digital. Enfin, vous en ferez forcément, mais si vous vous intéressez particulièrement à la question du référencement. Bref, vous verrez certains articles qui sont signés par pas des personnes, parce que c'est des sociétés qui les ont fabriqués et qui ne sont pas forcément très fiables. Voilà. Dans les articles, ils citent leurs sources. Ça, c'est aussi un critère de fiabilité. Et attention, il y a des experts qui s'autoproclament experts. Alors,
comment on distingue un expert auto-reconnu d'un expert pas reconnu? Il faut qu'il soit donc reconnu. Et qui c'est qui reconnaît les experts comme tels? En général, c'est les journalistes, les médias, ou c'est les institutions. Donc, qu'est-ce que j'entends par institution? Vous êtes invité dans un événement professionnel organisé par le syndicat professionnel, vous êtes invité dans une conférence très importante, vous êtes invité à vous exprimer je ne sais pas où, ou vous êtes édité par une maison d'édition qui est très connue, ça veut dire que d'autres vous reconnaissent. Si vous faites un blog, comme ça arrive certaines fois, il y a des gens qui font des blogs, mais ils n'expriment que leur avis, et c'est un blog que personne connaît, enfin très peu de gens connaissent, il y a de probabilité que ce soit pas très fiable. Et voilà. Si vous tapez études de marché sur Google, il y a une forte probabilité que vous tombez sur des travaux d'étudiants. Et le travail d'étudiant est considéré comme une source absolument interdite chez les profs. Voilà. Pour deux raisons, parce que sa fiabilité est très discutable, et parce que en général le travail il est fait, mais pas bien. Mais parfois vous êtes tenté d'acheter un truc que vous allez trouver pour une somme modique. Ça vaut combien un travail d'étudiant sur Internet? 100 €? Non. Ça vaut moins que ça quand même, ça vaut 10 €, 5 €. Bref, certains d'entre vous pourraient être tentés de dépenser 5 €, 10 € pour s'éviter 6 semaines de travail, ce que je comprends. Mais attention, ça va se voir, parce que nous, quand on a un doute, on Google, on tape la même chose sur Google et puis on trouve toujours la source. Et puis, vous êtes là pour devenir des professionnels, donc pour apprendre des choses. Donc surtout, n'utilisez pas les travaux d'étudiants. Et puis évitez les blogs qui sont bizarres. D'accord? Alors, donc ça c'est pour la fiabilité. Maintenant, qui c'est qui fabrique qui c'est qui met à disposition plutôt de l'information fiable et récente? Alors, ça arrive qu'il y ait des cabinets d'études qui mettent à disposition gratuitement des études. Mais c'est très rare. Tout simplement parce que leur métier consiste à vendre des études. Donc ils ne vont pas forcément donner ce qu'ils vendent. Mais dans certains cas, ils vendent des choses parce qu'ils ont eu le consentement de leurs clients de les mettre à disposition parce que le client a un intérêt à ce que ça se sache. D'accord ? Alors on va, à partir de maintenant, on va prendre un exemple que l'on va suivre pendant tout le reste du cours, un sujet que vous auriez pu utiliser pour vos projets de création d'entreprise, mais vous ne l'avez pas pris. Mais certains vont être intéressés parce qu'ils sont directement concernés. A priori, à peu près une personne sur 3 dans cet amphi, statistiquement, va être concernée par le sujet dont je vais parler. Alors on y va. Donc le sujet en question, c'est le tatouage. Alors, je vais vous montrer une étude faite par un cabinet d'études connu qui s'appelle l'IFOP. Alors... Donc IFOP, encore une fois, c'est vraiment un des cabinets les plus connus. Alors, vous arrivez bien à lire en principe. Alors, je reviens. Bien.
Alors, ce que vous avez là, le petit pavé de texte, c'est les résultats de l'étude condensés. Et donc, 27% des moins de 35 ans sont tatoués. Alors bon, c'est vrai que moins de 35 ans, ça implique des gens qui sont plus vieux que vous. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas une personne sur trois, j'ai peut-être été un peu loin en disant une personne sur trois. J'ai repéré quelques tatouages chez certains d'entre vous. Donc je sais que c'est pas une existence complètement nulle, mais c'est vrai que la loi interdit les tatouages pour les mineurs. Certains d'entre vous sont majeurs depuis très peu de temps, voire sont encore mineurs. Donc c'est vrai que j'étais un peu excessif quand je disais une personne sur trois. J'en ai vu quelques-uns. Bien. Alors, donc là vous avez le résultat synthétique, et puis là vous pouvez télécharger le rapport d'étude complet. Donc on va voir ce que c'est qu'un rapport d'étude. Alors, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que l'étude, elle a été commanditée par le Syndicat national des artistes tatoueurs, qui est un organisme professionnel qui défend la profession de tatoueur et donc auquel adhèrent les tatoueurs. D'accord ? Et c'est cet organisme qui a commandé l'étude à l'IFOP. Ok ? Après, elle a donné son consentement pour que l'IFOP mette cette étude en ligne gratuitement. Alors, comme dans tout rapport d'étude, l'organisme, vous allez voir, commence par expliquer sa méthodologie. D'accord ? Comme je vous ai expliqué, en étude de marché, c'est hyper important là, de connaître la méthodologie, parce qu'on veut savoir si le résultat il est fiable ou il ne l'est pas. Bien. Alors, notre enquête a été menée sur un échantillon de 1002 personnes représentatives de la population française et âgées de 18 ans et plus, évidemment, puisque les tatouages sont interdits aux mineurs, donc ça ne sert à rien d'interroger les enfants sur l'endroit où ils se tatouent, par exemple. Alors, ensuite, la méthodologie, la représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas, âge, sexe, profession de la personne interrogée, et par stratification par région et catégorie d'agglomération. Alors, pour l'instant, je suis en train de parler un peu en chinois. C'est des termes qu'on va voir au fur et à mesure du cours, mais quand même, il est important qu'à ce stade, je vous explique ce qu'on entend par population, échantillon et représentativité. Donc, je reviens sur mon cours un instant. Bien, alors, ce qui est important à noter, à comprendre comme notion quand on parle d'échantillon, c'est qu'on s'intéresse à la population, on s'intéresse à une population. La population, ce n'est pas la population française. Quand on parle de population dans une étude commerciale, on parle d'un ensemble de personnes qui sont les clients actuels ou potentiels de mon produit ou de mon service. Quand je parle des tatouages, donc, je me réfère à toute la population française, sauf les mineurs, par exemple. Puisque, a priori, tout le reste des personnes peut se faire tatouer. Alors, si je prends tous les Français, moins les mineurs, il reste quand même pas mal de gens à interroger. Je ne sais pas exactement quelle proportion, mais peut-être 40 millions de personnes, on va dire ça, à peu près, 40, 45. Bien. Alors, comme je ne peux pas interroger 45 millions de personnes, je vais choisir d'interroger un groupe de personnes, et c'est ce groupe de personnes que je vais interroger qu'on appelle un échantillon. D'accord ? Donc, l'échantillon, c'est le groupe de personnes qui va devoir répondre aux questions, faire l'objet de l'étude. Bien. Alors, cet échantillon, vous avez compris tout à l'heure, qu'il n'est absolument pas choisi au hasard. Pourquoi il n'est pas choisi au hasard ? C'est parce qu'on veut qu'il soit représentatif de la population. Vous allez voir ce qu'on entend par représentativité, puis vous verrez au cours de notre cours qu'il y a plusieurs moyens, plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour constituer un échantillon. D'accord ? Bien.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un échantillon représentatif? Donc, un échantillon représentatif, c'est un échantillon qui a la capacité de refléter l'opinion de la population entière. C'est-à-dire que si mes 1000 personnes pensent ou font ça, ça veut dire que la population entière pense et fait la même chose. Et donc, pour qu'un échantillon soit représentatif de la population, il faut que cet échantillon intègre en juste proportion les différentes catégories de personnes que l'on rencontre dans la population. Donc, pour l'exemple de mes tatouages, je vais faire attention à ce qu'il y ait à peu près l'équivalent d'hommes et de femmes, même si en France il y a une majorité de femmes, enfin, je ne sais pas qu'en France, c'est dans le monde, il y a une majorité de femmes par rapport aux hommes, à peu près 51 contre 49. Voilà. Si dans ma population française, j'ai une majorité d'employés et cadres de catégorie intermédiaire, je vais faire en sorte qu'il y ait cette catégorie qui soit majoritairement représentée dans mon échantillon. D'accord ? Ça, c'est ce que j'appelle faire la méthode, c'est ce qu'on appelle faire la méthode des quotas. Et ils ont parlé de stratification par région. Ça veut dire qu'en gros, si vous faites une étude sur le marché français, enfin sur les Français et le tatouage en l'occurrence, vous avez envie d'avoir l'opinion à la fois des gens de Lille et des gens de Bayonne et de gens d'Ajaccio, voire de Pointe-à-Pitre, bien sûr. Et donc, il faut qu'il y ait des personnes d'un peu toutes les régions. Ok ? En l'occurrence, vous allez voir que le fait de venir d'une région particulière a une incidence sur le tatouage, puisqu'on va voir qu'il y a certaines personnes d'une certaine région qui se font tatouer plus que d'autres. En l'occurrence, vous avez peut-être dû comprendre déjà que les personnes qui se font tatouer sont en général les gens qui exposent leur peau, et que les gens qui exposent leur peau sont en général les gens qui habitent dans des régions où il fait meilleur. Donc, ce ne seront pas les Lillois qui seront les personnes les plus tatouées, par exemple. Bien, donc on va regarder les résultats de l'enquête. Alors, parmi les 18 à 24 ans, il y a 24% de personnes qui sont tatouées. Donc ça fait une personne sur 4 dans les 18-24 ans. Alors, la catégorie la plus représentée en tatoués est constituée des travailleurs indépendants. Et c'est dans le sud-ouest de la France qu'on est le plus tatoué, à Bayonne, justement. Alors, les personnes tatouées sont 61% à penser qu'elles voudraient se refaire tatouer. C'est plus logique que cette proportion soit élevée. Alors, les parties du corps sur lesquelles on se tatoue le plus. Donc les gens préfèrent les emplacements cachés aux emplacements visibles. Ah, c'est vrai qu'un tatouage au visage, pas le top quand même. Alors, bon, il n'y a pas de précision en fait très très détaillée sur la partie du corps. Voilà. La majorité préfère le voir caché. Donc caché, a priori, on ne sait pas où. Alors du coup, voilà, moi j'ai vu des gens qui ont des tatouages visibles parmi vous, et d'autres, j'ai pas vu les tatouages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors, donc voilà, là vous avez vu, on était dans le cadre d'une enquête quantitative, on a eu des chiffres sur les tatoués, mais on ne sait pas trop, c'est pas très approfondi quoi. On ne sait pas trop par exemple qui aime le motif tribal ou qui préfère mettre le nom de son petit copain ou de sa petite copine. Quel genre de personne préfère faire ça? D'accord? Ou qui au contraire met des têtes de mort. Ça on ne sait pas, on a juste des chiffres.
Je vous dis ça pour vous réexpliquer ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, c'est qu'avec une étude qualitative, on va avoir des informations plus approfondies qu'avec une étude quantitative. D'accord ? Là, on voit que dans le sud-ouest, il y a plus de tatoués. Mais pourquoi le sud-ouest plutôt que le sud-est ? Il fait beau dans le sud-est aussi, après tout. Vous voyez ? On ne sait pas. Ça, c'est la limite des études quanti, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On doit se contenter de ce qu'on a et c'est souvent pas long. Bien. Alors, tout ça, c'était pour vous montrer qu'il existe parfois certaines études en libre service. Mais c'est rare. Par contre, ce qu'on vient de voir avec cet exemple-là, c'est qu'il y a un autre type d'émetteur d'informations qui est à prendre en compte, qui est le syndicat en général de la profession. D'accord ? Ici, on a vu qu'il y avait un syndicat national des artistes tatoueurs, mais il y a des organismes professionnels dans toutes les catégories. D'accord ? Le premier organisme professionnel, quand vous vous intéressez à l'activité économique d'une région, c'est la Chambre de commerce. Ici, c'est la Chambre de commerce et de l'industrie Nantes-Saint-Nazaire, CCI Nantes-Saint-Nazaire. Si vous vous le baladez sur le campus ici, vous verrez le logo de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, tout simplement parce qu'il y a une école ingénieure dont le campus est ici, qui s'appelle le CESI, qui est une école de la CCI Nantes-Saint-Nazaire. D'accord ? Si vous allez sur le site de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, vous aurez des statistiques sur l'activité économique dans le département, les chantiers d'avenir, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand on va sur le site d'un organisme professionnel et qui peut avoir une incidence sur notre marché ? Bien, donc je disais que sur les sites des organismes professionnels, on va trouver les informations, les fameuses informations qu'on recherche sur la réglementation. Par exemple, vous allez voir aussi que l'on trouve parfois, en tout cas je l'ai trouvé sur le site des tatoueurs, quels sont les magazines de presse spécialisés importants à connaître quand on s'intéresse à notre marché du tatouage. Et donc sur le marché du tatouage, vous avez ces magazines-là qui sont d'importants. Alors, ils ne donnent pas d'études de marché, ces magazines-là, mais ils vous donnent des informations importantes si vous voulez mieux comprendre ce qui compte. Quels sont les noms des personnes importantes, qui se fait tatouer quoi, ou qui sont les influenceurs. Tout ça, c'est des informations que vous aurez dans la presse spécialisée. D'accord ? Donc, ça, c'est un des premiers moyens pour trouver de l'information sur le tatouage. Et le titre des magazines de presse spécialisés, on va voir quel est le deuxième moyen pour trouver nos titres de revues spécialisées dans un domaine. Et c'est Google, mais avec l'onglet Actualité. Donc on va faire la démonstration rapidement. Voilà. Donc si je tape le mot tatouage sur Google, le principe, c'est qu'il faut ensuite aller sur l'onglet Actualité qui se trouve ici. Voilà. Donc là, vous allez avoir plusieurs articles qui parlent du tatouage. Ils sont en général récents, mais si vous voulez être sûr qu'ils soient très récents, vous prenez outils ici et vous choisissez moins d'un an. D'accord ? Comme ça, vous êtes absolument sûr d'avoir des sources récentes. Les titres qui sont ici sont très généralement, ils viennent très généralement de sources fiables. Ça n'empêche qu'on peut toujours faire une double vérification. Mais en général, les magazines qui sont ici sont fiables. Et maintenant, voilà, on cherche les magazines spécialisés dans le tatouage. C'est pas forcément facile ni immédiat de trouver les magazines ou les sites spécialisés dans un domaine. La preuve, là, je ne les ai pas trouvés en faisant 4 clics. Ça n'empêche qu'ils existent et qu'il va falloir que vous preniez le temps de vous familiariser avec votre marché pour les trouver. Donc, il faut que vous vous fassiez confiance et il faut que vous appreniez en fait à vous immerger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'immerger dans un marché ? Ça veut dire qu'il va falloir à partir de maintenant que vous lisiez des trucs qui ont trait à ça. Mais ça peut se faire très simplement en s'abonnant aux actualités, à certaines pages Facebook. Vous recevrez des posts qui parlent de votre marché. C'est important ou alors vous abonner à des newsletters, mais il est important aujourd'hui que vous appreniez quels sont les mots qu'on utilise dans un marché, quel langage on parle, quels sont les gens. Et tout ça, ça prend du temps.
D'accord? Bien. Donc je continue sur mon explication des sources fiables. Voilà. Alors, on a parlé des experts. Comment on fait pour les trouver? Donc, vous les verrez souvent interviewés dans les médias ou dans les événements professionnels. Donc, les événements professionnels, c'est les salons. D'accord? Donc, il faudra repérer quels sont les salons qui existent, encore une fois en s'immergeant, ou vous pouvez les trouver en faisant l'onglet vidéo de Google et en cherchant des vidéos provenant de sites d'information que vous pouvez identifier comme fiables et se méfier des vidéos YouTube, puisque, comme vous le savez, on trouve de tout sur YouTube, y compris des cours d'IUT. Donc voilà, vous pouvez faire attention à ce qu'on trouve sur YouTube aussi. Alors, en l'occurrence, dans le tatouage, il y a quelqu'un qui est très important, qui est reconnu comme expert, on va le voir tout de suite. Donc, hop, je reviens. Donc cette personne, alors vous ne le voyez pas là, il s'appelle Tintin. Bien, donc, le voilà mon expert. Donc, il est invité sur plusieurs médias pour s'exprimer, d'accord? Donc là, vous pouvez le voir sur RMC, etc. Alors, comment je suis tombé sur le nom de cet expert? Eh bien, c'est tout simplement le président du syndicat des tatoueurs dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Et puis, voilà. Je me suis immergé un peu dans la communauté pour voir de qui on parlait et je l'ai trouvé. Si je fais tatouage vidéo, vous pouvez mettre interview. Si je mets interview, c'est très probable que je tombe sur... Vous voyez, j'ai même pas mis son nom, je mets tatouage interview, c'est lui qui arrive en première. D'accord? Donc voilà, s'il y a une personne incontournable dans le tatouage, c'est lui. Et donc, voilà, ce qu'il dit, sans doute, peut être considéré comme très fiable.